ces univers de fantasy française. On va donc de littérature française en plus. On va passer à du jeu vidéo japonais de Bouh, science-fiction. Bouh, bouh. Voilà. bouh. Ah non, mais me bouez pas, c'est pas gentil. Vous allez voir, c'est incroyable. Ok. Alors, avant de commencer ma chronique en tant que telle, je vais vous poser une question. Est-ce que vous connaissez des auteurs de jeux vidéo? Donc auteur dans le sens où on l'entend au cinéma, par exemple. Donc, Kojima. ouais, Kojima. Ah, moi, j'aurais rien. Ok, Moi, j'aurais rien non plus. d'accord. Ouais, bah, effectivement, donc Kojima, pour ceux qui savent pas, c'est le gars qui est derrière la série des Metal Gear Solid et plus récemment Death Stranding. En auteur qui est plutôt connu du grand public, on peut aussi citer Neil Druckmann, qui est le scénariste et game director de The Last of Us. Donc en fait, dans le jeu vidéo, la Si, il y a figure... Martine. Tu as dit tout à l'heure, Martine, sur Ah mais Elden Martin, il est Ring. pas concepteur de jeux vidéo, ça. Ah, c'est pas lui, ok. Il est juste Ouais. là pour. Ouais, il D'accord, écrit d'accord. juste. Donc cette figure de l'auteur dans le jeu vidéo, elle est très très peu mise en avant. On a peu ouais, c'est cet attachement qu'on a à l'auteur, contrairement au cinéma où les réalisateurs bah, sont super connus et sont mis en avant quand un film est mis en chantier, quoi. Voilà, donc très peu d'auteurs de jeux vidéo connus, et encore moins dans le champ enfin, pour le grand public, quoi. Donc moi, du coup, aujourd'hui, je vais vous parler d'un créateur japonais, donc un vrai auteur de jeux vidéo, qui est, je pense, pas du tout connu du grand public, et qui s'appelle Taro Yoko. Donc Taro Yoko, c'est le génie, clairement, hein, derrière Drakengard 3, Nier Replicant et Nier Automata. Donc tout ça, c'est une série d'actions RPG principalement. Alors accrochez-vous, parce que c'est un peu compliqué. Drakengard 1, c'est la suite d'une des fins de Drakengard 3. Nier Replicant, c'est la suite d'une des fins de Drakengard. Et Nier Automata, c'est la suite de Nier Replicant. Voilà, normalement, j'ai perdu tout le monde. En pratique, c'est pas grave. Nous, ce qui nous intéresse, c'est en particulier bah, les deux Nier. Déjà parce que j'ai pas joué, tout simplement parce que j'ai pas joué aux autres jeux, même si bah, j'y connais un petit peu. Bref. Donc, si j'ai choisi de vous en parler aujourd'hui, c'est parce que j'ai fini il y a 1 ou 2 semaines maintenant le remaster de Nier Replicant. Donc le jeu original, il est sorti en 2010 et malgré la bonne réception du public, c'est un échec commercial à cause notamment du technique et d'un gameplay qui n'était pas très engageant. La suite, Nier Automata, elle est sortie en 2017. C'est développé cette fois par l'excellent studio Playtime Games qui est derrière les Bayonetta. Et la succès, bah, cette fois, est au rendez-vous. Alors moi, le jeu, donc Nier Automata, j'ai découvert l'année dernière pendant le premier confinement. Et alors, je le dis tout de suite, je me suis pris une claque intersidérale. Et Nier Automata, aujourd'hui, bah, c'est mon jeu préféré de la vie, quoi. De ce fait, j'étais super chaud quand j'ai vu qu'il allait avoir un remaster du coup, de Nier Replicant et qu'il allait sortir en 2021, vu que j'ai jamais joué à l'original. Donc en plus, le jeu, il est sorti le jour de mon anniversaire et tout, hein, donc voilà, les planètes s'alignent. Donc tout ça, c'était pour le petit historique. Nous, ce qui nous intéresse, c'est bah, Taro Yoko et son processus créatif. Donc dans tout ce qui va suivre, bah, je vais parler forcément des jeux, mais je vais spoiler le moins possible, parce que mon but, bah, c'est de donner envie de jouer, et bah, les jeux, ils réservent leur lot de surprises. Voilà, donc. Taro Yoko, c'est un vrai auteur, dans le sens où il a un style et des thématiques qui lui tiennent à cœur et qui transparaissent dans bah, toutes ses œuvres. Alors, il a un goût de l'étrange et du macabre, mais surtout de grands questionnements existentiels autour de l'humanité et de sa propension à la violence. Le point de départ de Taro Yoko, il est double. C'est pourquoi la violence et pourquoi la violence dans les jeux vidéo. Ces deux questions, il va tenter d'y répondre dans tous ses jeux. Et les réponses, bah, elles vont évoluer au fur et à mesure de la progression de son cheminement de pensée. Alors d'abord, ça sera le résultat de la folie pure dans Dragon Guard. Ensuite, ça sera le résultat du trop plein de certitudes dans Nier Replicant.
Et enfin, c'est une manière d'affirmer son identité dans Nier Automata. Alors là, j'associe une idée à chaque jeu, mais en réalité, c'est un peu plus que ça. Et Nier Automata, par exemple, il va passer toutes les idées à la moulinette. En tout cas, il y a toujours un dialogue réflexif qui se met en place entre le jeu et le joueur. Et là où dans la majorité des jeux, le meurtre et le massacre sont récompensés, ici, on va nous mettre frontalement face aux conséquences de nos actes. Alors je précise tout de suite, Taro Yoko, il n'a pas du tout pour but de culpabiliser le joueur. C'est beaucoup plus subtil que ça. Il nous partage juste ses interrogations, ses doutes, sa quête de sens, sans jamais poser de jugement. Et c'est peut-être là une des grandes forces de ses œuvres, c'est de nous amener à comprendre des choses, à changer parfois de point de vue, sans que cela se transforme en bourrage de crâne ou en leçon. Et c'est là pour moi, du coup, qu'on rejoint une notion qui est très importante dans les domaines de l'imaginaire. C'est la capacité qu'ils ont à transporter la personne qui reçoit l'œuvre et à faire passer des messages, tout en étant fondamentalement divertissant. Parce que là, ce que je raconte sur les jeux, donc toutes les thématiques, ça apparaît pas forcément en première lecture. L'histoire de Nier Replicant, c'est celle d'un frère qui veut soigner sa sœur d'une terrible maladie, et l'histoire de Nier Automata, c'est l'histoire de deux androïdes qui doivent combattre une invasion extraterrestre. Dans les deux cas, on va suivre une histoire qui est divertissante, avec des mélanges de fantasy et de SF, qui a des grosses épées, des monstres géants à buter, et plein de rebondissements. Sauf que ça, c'est que la première lecture. Et je choisis pas ces mots-là au hasard. En fait, il faudra refaire les jeux plusieurs fois. Ouais, je déconne pas du tout. Pour débloquer les différentes fins et ainsi avoir accès aux propos réels de l'œuvre. De la même manière qu'un livre qu'on devra lire plusieurs fois pour saisir pleinement son sens. Alors Taro Yoko, ici, il tire parti de la spécificité du jeu vidéo, en l'occurrence le New Game Plus, pour nourrir son propos. Ainsi, le New Game Plus, c'est plus juste une récompense qui est offerte au joueur qui a terminé le jeu et qui voudrait continuer à performer, et ça devient une partie intégrante du récit, et ça se présente parfois comme un changement subtil de point de vue, ou alors comme des chapitres supplémentaires de l'histoire. Alors ça porte aussi un propos sur l'absurde de la vie humaine, qui est faite d'éternels recommencements, et sur les cycles de violence qui sont éternels, etc. Mais voilà. Donc le point à comprendre ici, c'est qu'on a vraiment affaire à des jeux qui sont portés par leur narration, mais qui sont quand même avant tout des jeux vidéo. Et Taro Yoko, il va utiliser tous les éléments à sa disposition, et je dis bien tous, vous n'avez même pas idée de jusqu'où il va aller, pour faire passer des messages toujours à travers le jeu. Tous les éléments de gameplay, tout ce que le jeu va nous faire faire, tout a un sens, tout porte un propos qui est en appui du scénario. Je pense notamment aux changements de point de vue que j'évoquais juste avant, qui se traduisent parfois en jeu par un changement de point de vue littéral. J'ai dit au tout début que les jeux étaient des action RPG, donc dans leur conception moderne, avec une caméra libre, mais parfois ils prennent le contrôle de la caméra, ce qui induit des changements de gameplay. Et donc par exemple, Replicant et Automata, ils vont citer à l'envie d'autres jeux, tels que des survival horror à la Resident Evil, des rail shooters, des jeux de combat, des hack and slash à la Diablo. Donc tout ça, ça donne une variété qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir et qui raconte toujours quelque chose sur ce qui est en train de se passer dans le scénario. Alors en plus de ça, les jeux ils se permettent d'évoquer des philosophes tels que Nietzsche, Pascal, Kant, Sartre, parfois frontalement, parfois à travers la narration et les thématiques développées. Il y a notamment la question de l'existentialisme versus l'essentialisme qui est posée de très belle manière dans Nier Automata. Alors, un petit mot sur la musique. L'OST, c'est la meilleure OST de l'histoire du jeu vidéo. Il n'y a aucun débat possible. Voilà, c'est clair et net. Voilà, c'est dit. Alors, avec tout ça, avant que vous vous jetiez sur votre carte bancaire pour commander un des jeux, il faut que je vous avoue un truc. Nier Replicant, ça a été une déception. Non pas parce que c'est pas bon, le jeu est très bon, mais parce que Nier Automata a placé C'est la mieux. barre, mais ouais, c'est mieux, il a placé la barre beaucoup trop haute. Alors les deux jeux,
je dis, hein, ils ont leur lot d'errance dans leur structure et ils ont des problèmes qui sont vraiment parfois pénibles. J'évoquais tout à l'heure, mais faut faire les jeux plusieurs fois, donc ça peut vite devenir répétitif. Mhm. Les quêtes annexes sont assez inégales et amènent parfois à faire beaucoup d'allers-retours, donc ça peut vite être aussi super chiant. Alors après, ça a toujours du sens au final, et l'ambiance et les scénarios, ainsi que la musique, permettent également de passer au-dessus de ça, mais ça peut laisser sur le carreau des joueurs non avertis. Malgré tout ça, Nier Automata, il va gommer certains défauts de son aîné, et il est beaucoup plus riche sur les plans scénaristiques et thématiques. Donc c'est pour ça que si vous voulez vous lancer dans l'aventure, moi je conseille de démarrer par Automata, et seulement si vous kiffez vraiment Automata, d'essayer Répliquant. Et de toute façon, les deux sont très largement indépendants. Voilà, donc Taro Yoko, très clairement, c'est un game director de génie. J'espère que je vous ai au moins donné envie de jouer à Nier Automata. Vous l'aurez compris, c'est un jeu qui est vraiment très important pour moi, et du coup, je dois propager la passion. Et j'ai surtout envie de me délecter de vos crises existentielles qui manqueront pas d'arriver une fois que vous aurez terminé le jeu. Voilà. Donc j'étais un peu vite, c'est impossible d'être exhaustif sur l'ensemble de ces jeux. Donc si le sujet vous intéresse, je vous renvoie vers une vidéo d'Olbius que je mettrai en description, qui a fait un documentaire de presque 2 heures sur Nier Automata. Et je vous renvoie également vers le livre de Nicolas Turcef, qui est intitulé L'œuvre étrange de Taro Yoko, qui est disponible chez Third Editions. Third Editions, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une maison d'édition française qui est spécialisée dans les ouvrages consacrés aux jeux vidéo, mais pas que. Petite ref à ceux qui suivent Fin du Game. Et voilà, donc le livre de Nicolas Turcef, je l'ai lu déjà parce que moi-même forcément le sujet m'intéressait et aussi pour préparer un peu cette chronique. Voilà, c'est tout pour moi. Non, merci. Quel travail. En tout cas, ça donne très envie. Oui, Ouais. c'est vrai. Et le côté aussi, tu parlais que en mode, il faut refaire le jeu pour accéder à d'autres fins et aussi en apprendre plus sur l'univers. Ça fait aussi justement penser un peu à Dark Souls, où justement, en refaisant le jeu et en t'attardant un peu plus sur les éléments que tu vas récupérer, tu peux justement déceler d'autres fins et en apprendre un peu plus sur le lore de l'univers. Ouais, c'est vrai, mais je pense qu'il y a une différence fondamentale entre les deux, parce que dans Dark Souls, pour moi, t'en apprends que sur le lore. Alors le lore, il est excellent, donc c'est pas du tout un défaut que j'énonce là, mais dans Automata et Répliquant, les, les éléments qui vont être apportés en refaisant le jeu et en choisissant différents embranchements, euh, ça va potentiellement changer vraiment la lecture qu'on a à la fois du scénario du jeu, mais aussi de ce que le jeu veut raconter, quoi. Euh, Au niveau du propos de fond qui est, euh, qui est porté, quoi. Donc ça D'accord. va encore plus loin. Pour moi, on a presque un truc. Enfin, là, en y réfléchissant dernièrement, ça fait presque penser à l'Attaque des Titans, dans la manière dont ça va te retourner le cerveau à certains moments, et où les révélations vont changer complètement le regard que tu as, enfin plutôt que tu avais sur les événements précédents, et Mm. qui vont mener du coup à des développements ensuite super intéressants, quoi. Voilà, donc je vous attends dans à peu près un mois avec le retour sur le jeu. Je rigole. Vous avez le temps de le finir normalement. Ouais, alors après, autant le dire, au niveau du temps de jeu, pour Automata, il va falloir compter. Alors je sais plus exactement, entre, je pense, 40 et 60 heures pour vraiment tout faire et tout voir. D'accord. Ah oui. Ouais. Après, je pense qu'il est possible d'aller un peu plus vite en ne faisant pas les quêtes secondaires, ce qui c'est dommage parce qu'il y en a quand même certaines qui sont vraiment bien. Mais on peut aller tout droit et le finir assez vite. En plus de ça, les jeux sont
pas forcément super difficile. Et il y a notamment des modes faciles qui automatisent le combat. Alors ça peut être un peu dommage de jouer comme ça, mais pour quelqu'un qui aurait pas envie de se prendre la tête, bah, ça reste accessible, quoi. Voilà, donc il y a pas de, c'est pas Dark Souls, quoi.